Voilà, impeccable pour tous les deux. Merci d'être là. Je vais peut-être commencer par présenter Emmanuel. Je te laisserai faire pour Stéphane, Pascal, si tu veux bien. Emmanuel donc, est psychologue. Il a une pratique, est une pratique où il a à la fois une carrière à l'hôpital et puis également en libéral actuellement. Il est intervenant à l'université, à la fois sur Paris 8 et également à l'école des psychologues praticiens. Et puis, il est le coordinateur d'Hypnosia Paris. Merci Emmanuel d'avoir répondu présent pour cette thématique. Alors, Stéphane Roy, merci d'être avec nous. Stéphane Roy, c'est l'Institut Mimétis, ce qui veut dire que c'est une approche complémentaire dans ce qu'on fait dans notre hypnose. Et je pense que c'est ce qu'on va entendre aujourd'hui. Euh, Quand je pense à Mimétis, je pense au congrès Mimétis et je pense à cet apport qui est souvent très présent dans les congrès de la philosophie, de la psychanalyse et de l'hypnose. Donc une approche qui est très intégrative. Voilà, c'est ça que je dirais, c'est ce qui me paraît intéressant. Donc on vous écoute tous les deux. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes complètement libre, grâce au consentement que nous partageons, de faire ou pas des situations cliniques, hein, bien sûr. Mais là, dans ce qu'on vient d'entendre, on a entendu des petites situations cliniques quand même. C'était bien comme c'était amené. Et puis c'était un début de journée où il y a eu beaucoup de notions qui viennent déjà d'être données, qui vont nous permettre maintenant d'avancer plus facilement. Merci à tous les deux. Je tiens par rapport au conflit d'intérêts de signaler que nous avons partagé les mêmes bancs universitaires avec Stéphane, qui est également psychologue il y a Oui. quelques années, et que Mimétis, qu'il co-dirige, est également partenaire de cette journée. Peut-être la même première question que pour nos collègues. Quelle définition ou quelle approche vous avez de la notion de consentement dans votre travail? Bien, ça tombe bien puisque déjà bonjour à tous. À toutes. Et puis bonjour particulièrement à Emmanuel avec qui on va partager cet échange pendant une petite heure. En préparant notre échange, justement, on s'était dit que justement Emmanuel démarrera puisque on va aborder un point et on espère que ça va permettre de répondre à cette première question. Et puis on va dérouler. Emmanuel, tout comme moi, on était parti là-dessus, c'est-à-dire sur un deuxième temps, peut-être proposer un petit exercice où on égrenera avec des situations cliniques, hein, c'était prévu comme ça aussi, dans le deuxième première partie. Et puis peut-être un petit exercice aussi adapté pour aller un peu sur de la pratique, si Tout à ça vous fait. convient. Très bien. Ouais. OK. Eh bien donc, on va démarrer l'échange et c'est Emmanuel qui va démarrer. Merci de l'invitation et merci à toi, Stéphane, de me donner la parole. Donc oui, dans un premier temps, quelques mots sur hypnose et consentement. Bon, c'est un gros dossier. C'est un vieux dossier aussi de l'hypnose, de l'histoire de l'hypnose. Et en général, cette question-là du consentement, elle est posée sous l'angle de la contrainte. Il y a beaucoup de débats, on le sait tous ici, sur jusqu'où, sous hypnose, est-ce qu'on peut contraindre, obliger quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté, contre son intérêt, contre la morale, contre la loi, etc. Alors, cette question de la contrainte, elle va bien sûr être présente dans notre échange, mais ce que je souhaite poser plus, plus particulièrement sur la table là, dans l'échange avec toi, Stéphane, et avec vous, Mhm. ce sera la question de la surprise. Euh, alors, pourquoi la surprise? Déjà parce qu'au premier abord, on peut se dire assez facilement que surprise et consentement, ça fait pas forcément bon ménage. Et une manière de s'en rendre compte, de s'en assurer, si on se reporte à la définition du viol dans le code pénal, on sait que donc le viol est qualifié, défini par un acte dont on a un acte de pénétration sexuelle qui est, alors je reprends, euh, qui est commis auprès d'une personne par violence, contrainte, menace, mais aussi surprise. Donc la surprise fait partie de ce qui peut qualifier le viol. Et donc là, on voit bien que dans cette perspective, utiliser la surprise, c'est utiliser un moyen d'outrepasser le consentement, voire de le court-circuiter.
Euh, alors, ça nous pose question forcément parce qu'on le sait bien tous et toutes ici, euh, et l'espace de la psychothérapie et encore plus celui de l'hypnose, de l'hypnothérapie, c'est un lieu de surprise, c'est un espace qui est irréductiblement connecté et qui engage irréductiblement la surprise. Et donc, je partirais de voilà, de cette tension pour lancer la discussion et peut-être pour on va dire, enfoncer encore le clou sur la question de la surprise dans la thérapie et dans l'hypnothérapie. Je te reproposerai, comme on a eu l'occasion de commencer à Oui, échanger, bien sûr. Stéphane, cette phrase de François Roustan qui est bien connue. Euh, je, je la, je la restitue là. Vous allez, et donc c'est une phrase que François Roustan prête au thérapeute, hein, à l'hypnothérapeute. Vous allez vous engager sur un chemin que vous ne connaissez pas et que je connais encore moins pour aboutir en un lieu que vous ignorez en vue d'accomplir quelque chose dont vous êtes incapable. Ça, c'est la manière dont Roustan, alors de manière toujours un peu provocative, astucieuse, euh, mais au fond, qu'est-ce que nous dit Roustan là, et que je crois qu'il faut prendre au sérieux, c'est que il n'y a pas de changement possible en thérapie si on ne consent pas à d'abord, par avance même, on pourrait dire, à vivre quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore, et même plus encore que quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui au fond est inconnaissable et qu'il est impossible de connaître par avance sans en avoir fait l'expérience. Et qu'il est impossible de connaître aussi bien quand on est le patient ou la patiente que quand on est le thérapeute. C'est le fameux non-savoir mis en avant aussi par Rostand. Donc on Est-ce que voit tu là fais, que... excuse-moi de te Oui, couper juste pardon. une seconde, Emmanuel, est-ce que Oui, tu bien fais une sûr. différence entre la notion, en thérapie bien sûr, hein, entre la notion de surprise et la notion de nouveauté? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se passer, donc j'attends à ce que, enfin, je dois m'ouvrir à ce que quelque chose de nouveau se passe, et d'ailleurs, ça fait partie de ma demande en tant que patient, précisément, de changer. Et la notion de surprise, moi j'avais en tête, bien sûr, la place de la surprise dans certaines thérapies, stratégiques notamment. Est-ce que du coup, tu mets sur un pied d'égalité dans le processus thérapeutique la surprise ou la nouveauté, et finalement on peut consentir aux deux, ou est-ce qu'il y aurait une façon de consentir à la nouveauté, mais qui en fait autorise aussi la surprise du côté du thérapeute? C'est-à-dire, du coup, je m'autorise à te surprendre, moi thérapeute. Voilà. Mm. Alors, je m'autorise à Bah, te je surprendre, laisse- je t'autorise à me surprendre, et alors je ne mettrai pas d'équivalence hein, entre nouveauté et surprise, mais il y a un lien fort entre les deux. À partir du moment où il peut y avoir enfin, où on ouvre la possibilité d'une nouveauté, on ouvre nécessairement la possibilité d'être surpris, et dans l'autre sens aussi. Donc, nouveauté, surprise, pour moi, c'est pas la même ouais. chose, mais l'un conditionne l'autre. Et on ne peut pas, on va dire, s'ouvrir à la nouveauté ou même lui permettre d'advenir si on n'a pas consenti par avance à la possibilité d'être surpris. Et voilà, et ça, je crois que c'est vraiment irréductible dans le cadre de la thérapie. Et donc, ça pose une question, euh, comment on rend ça possible? C'est-à-dire, c'est quelque chose euh, d'assez exorbitant de demander ça à son patient et à nous-mêmes, hein, ce consentement à la surprise. Et il me semble que justement ce qui rend possible cette demande qui pourrait paraître exorbitante, c'est, et là on revient à la question de la contrainte, c'est tout ce qu'on met en place dans le cadre de travail et aussi dans notre posture, tout ce qu'on met en place pour minimiser le plus possible et la violence et la menace et la contrainte qui sont que j'ai évoquées, notamment dans cette fameuse définition du viol. C'est parce que on met tout en place pour que dans le cadre et de la thérapie et dans le cadre d'un moment d'hypnose, on abaisse au maximum le seuil de possible violence, contrainte ou menace, qu'on peut s'autoriser et autoriser l'autre à se laisser surprendre et en tout cas à lui demander ce consentement à la surprise. Eh ben, Emmanuel, si Juste, tu permets que oui, je rebondisse oui, oui. sur tes propos. J'y avais pas pensé jusqu'à maintenant, mais ce qui est en train de se dire,
me fait penser quand Antoine parle de nouveauté et on parle de surprise. À cela, je rajouterais, et c'est pas de moi, je pense à ce que disait Hitchcock lorsqu'il disait pour expliquer, je veux dire, la mise en tension, et il parlait de c'est quoi la différence entre la surprise et le suspense. Et c'est pour ça que j'ajouterais un troisième mot qui est le suspense, parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dans toute rencontre, et y compris dans le cadre d'une rencontre thérapeutique et psychothérapeutique, puisque c'est notre activité principale nous concernant, il ne peut pas y avoir de suspense et ne pas y avoir de suspense parce que justement Hitchcock disait la différence, c'est qu'imaginez que sous votre chaise, voilà, dans un cas, il n'y a rien et tout d'un coup apparaît une bombe qui explose. Là, c'est la surprise. Lorsqu'il parlait de suspense, il dit, vous savez qu'il y a une bombe, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va exploser. Alors évidemment, il faut le prendre une manière imagée et métaphorique, hein, ce propos-là. Mais ce que je veux mettre en avant à travers cette image, c'est le fait que dès qu'il y a rencontre, il y a attente. Et quand je dis il y a attente, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi non-attente. Mais la non-attente, c'est-à-dire je n'attends rien de vous en venant vous rencontrer, c'est une forme d'attente de quelque chose, quoi qu'il en soit. C'est la raison pour laquelle on peut difficilement échapper, lorsqu'on aborde la question du consentement, à il y a une attente. Et je suis tout à fait d'accord avec toi lorsque tu abordes la question de la contrainte. J'ai entendu parler tout à l'heure de résistance aussi, et qui peuvent être quasi inévitables dans certains cas. Je crois que c'est important de signaler, de rappeler que la résistance, en fait, elle est inhérente. D'ailleurs, en hypnose, nous avons l'habitude de travailler avec les résistances du patient. Et quand je dis les résistances du patient, pour être juste, je devrais dire nos résistances, hein, c'est-à-dire les résistances du patient, et y compris celles du thérapeute, du praticien, parce que tout simplement, c'est un processus, le consentement. Hein, parfois, on entend des définitions, enfin, on tente de donner des définitions, hein, et qui peuvent être diverses et variées. Euh, il y a toujours une question d'hésitation dans la question du consentement. C'est la raison pour laquelle, et pour l'instant, je m'arrêterai là sur mes propos, mais le consentement, quand on est praticien en hypnose et quand on est psychothérapeute de manière plus générale, vient poser la question du doute. Et pour moi, le soignant ne peut pas pallier et tout prévoir, tout anticiper, même si du mieux que nous pouvons, nous essayons de répondre et de relever un certain nombre de répondre à un certain nombre de critères, de créer une enveloppe, une relation sécure, de confiance. Mais le consentement, c'est aussi un processus et parfois il s'obtient d'une certaine manière, si on peut parler d'obtenir le consentement, c'est peut-être un bien grand mot encore une fois, mais pour moi, il s'obtient parfois en cours de route. C'est un processus qui répond à des étapes. Quoi qu'il en soit, en termes d'intentionnalité, il est important que le soignant soit toujours occupé et ait à l'esprit cette question de nous sommes dans une éthique du doute. Hein, c'est la manière dont je dirais les choses pour introduire la question du consentement dans la pratique de l'hypnose, dans le cadre de la psychothérapie. Alors j'évoque plusieurs choses, et notamment la question de la confiance, parce que ça peut être déjà dit, et pardon, je prends en cours de route, et puis je te relaisse la parole, Emmanuel, euh, mais de mémoire, vous voyez, de mémoire, l'étymologie de consentement, hein, c'est ça, c'est être avec, en fait, un sentir avec. Et moi, évidemment, concernant ma pratique plus particulièrement, je suis sensible au fait de sentir avec, c'est avec l'autre dans une relation de confiance. C'est un bien grand mot, la confiance, ça se construit. Et elle se construit pour moi en parallèle du consentement. Et c'est ça qui va, on pourrait dire que le consentement, je dirais, vient se diluer dans le bain de confiance. Mais ça ne peut se faire que progressivement et par étapes. Voilà ce que Alors, je nous, peux dire. on vient d'entendre plein de choses. Vous venez de nous dire tous les deux plein de choses. Vous avez ouvert plein de portes. J'aimerais reprendre un exemple. C'est le manège. Donc, on va aller sur un manège à sensations. Je consens à être surpris pour des choses agréables, des choses nouvelles mais agréables. Je ne consens pas à monter sur un manège dont la nacelle va se détacher et je vais aller m'étaler ou m'écraser sur quelqu'un. Ce qui veut dire que quand on parle du viol et qu'on l'associe
le viol à la contrainte, à la menace, à la surprise, et donc à la mauvaise surprise. C'est ça qui est important. Et là, c'est vrai que quand on parle d'hypnose avec un patient, qu'on va lui demander s'il consent à faire une séance d'hypnose, il peut avoir dans sa représentation plein de choses, des choses très positives, des choses négatives. On a beaucoup, beaucoup de patients qui maintenant nous disent, j'ai déjà fait l'expérience de l'hypnose. François Roustan, un jour, me demande ce que j'attends quand je fais une séance. Je faisais un topo sur les troubles alimentaires à Nice. Il me demande ce que j'attends dans une séance. Je lui dis, je n'attends rien. Mais il me dit, mais voilà, c'est ça, voilà, il ne faut rien attendre. Et surtout, il faut que le patient n'attende rien. Alors, si on dit à un patient le premier jour, j'espère que vous n'attendez rien, ça n'a pas de sens, puisque lui, il vient pour quelque chose. Quand on dit que la rencontre implique une attente, elle est implicite. Et effectivement, et le fait de pouvoir permettre à un patient de nous dire un jour, ben, je n'attends rien, je viens pour une séance d'hypnose, ça y est, on vient de s'installer probablement dans quelque chose de plus simple. Alors, ce que je voulais dire en vous écoutant tous les deux, c'est que vous avez amené la notion de consentement, de surprise, de doute, d'inconnu. Parce que la surprise, ça peut être inconnu ou ça peut être nouveau, comme disait Antoine. Et on a fait un travail avec Antoine, avec David Vergrit, il y a un an, où on a parlé du côté difficile à supporter de l'incertitude et finalement de l'aspect beaucoup plus sécurisant de l'inconnu. Parce que l'inconnu peut être quelque chose qui peut être tout à fait agréable. Au milieu de tout ça, on vient de mettre le mot confiance et on retombe sur le mot alliance thérapeutique. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Si tu me permets, Emmanuel, je dis juste un mot. Il y a eu plusieurs choses. Par définition, pour moi, c'est un paradoxe, c'est-à-dire ne rien attendre ne rien attendre est une attente. C'est un jeu de langage. Par contre, je dirais que je le comprends comme être disposé à accueillir ce qui vient, quoi qu'il vienne. Bien sûr, quand je dis quoi qu'il vienne, dans le cadre d'intervention, dans un certain cadre de moralité et de légalité, d'une certaine manière, mais à l'intérieur de laquelle je suis prêt à me laisser surprendre. Nous sommes prêts, parce que je pense que c'est important, plutôt que de parler de jeu et de tu, j'introduirais volontiers la notion de nous, hein, puisque la relation, et dans le cadre de la thérapie, je veux dire, la relation peut être une attente, elle peut être perçue positivement, elle peut être perçue de manière très contrariée, générant de la peur. Évidemment, moi, je fais référence à ma pratique là quand je dis ça, puisque je suis amené à rencontrer beaucoup de personnes souffrant de traumatismes, de psychotraumatismes, voilà, complexes, comme on dit, donc par, euh, par leur manière d'être en relation et comment la relation peut être altérée. Et c'est inévitablement ce premier aspect qui nécessitera d'être travaillé avec nos patients. Et c'est comment, en fait, louvoyer et mener, j'ai envie de dire, la chèvre et le chou, comme on dit, c'est-à-dire à la fois de pouvoir créer un espace qui va devenir commun, et petit à petit, et ben justement, à travers cet espace, l'un et l'autre vont pouvoir se rencontrer. C'est pour ça que j'insiste, encore une fois, sur la question du consentement. Le consentement, c'est du co-consentement. Parce que on ne parle pas assez du thérapeute qui peut lui-même, hein, euh, pouvoir essayer être en difficulté, et peut-être que le thérapeute lui-même, parfois, ne s'autorise pas à dire là, pour moi, ça dépasse mes limites. Je ne parle pas forcément des questions de compétences, hein, en termes de limites, hein. Je parle de là, humainement, c'est trop difficile pour moi ce qui est en train de se passer, et que c'est un vrai travail chez le thérapeute que d'accepter de pouvoir le verbaliser. Le consentement, c'est pas une fin en soi, c'est être capable de mettre des limites, montrer qu'il y a des murs, et à l'intérieur desquels on va pouvoir travailler. Donc voilà Pascal, ce que tu nous suggères m'amène comme réflexion là, à cet instant. Je repasse la parole à Emmanuel. Notamment, Emmanuel, ce qui était proposé, là, c'était aussi une réflexion à propos des difficultés, des limites. Est-ce que peut-être de rebondir, si tu veux bien, sur cette notion-là, comment toi, dans l'exercice Oui, du psychologue hypnothérapeute que tu es, voilà, ces difficultés par rapport à la question du consentement peuvent se poser ou pas? oui, alors elle se pose Mm. sous au moins deux aspects, de deux façons. Euh, Déjà, dans toutes les situations dans lesquelles je vais utiliser l'hypnose, pas en tout cas en première intention pour apaiser, calmer, relaxer, ce qui est parfois nécessaire et utile, important, mais plutôt pour permettre à quelqu'un de faire une expérience qui soit une expérience transformatrice, une expérience de changement.
et qui, de fait, du coup, peut être une expérience éprouvante. Donc, dans toutes ces situations qui sont quand même fréquentes hein, dans le cadre de la thérapie, où on utilise l'hypnose pour faire une expérience au patient, qui soit une expérience de transformation, une expérience potentiellement éprouvante, euh, c'est dans ces situations-là que, on va dire, la question du consentement, de ce que l'on est en train de demander au patient, peut devenir plus sensible. Au moins à deux étapes. Une situation, enfin à quelqu'un l'expérience d'une transformation, ça suppose déjà qu'il rentre dans sa difficulté, qu'il s'installe dans sa difficulté. Et ça, le patient doit vraiment, de cette manière, sentir que il ne peut pas y couper s'il attend un changement. Il faut d'abord rentrer dans la difficulté, mais il doit aussi, évidemment, sentir qu'il est tout à fait libre de ça. Et donc, je rejoins là les choses qui ont été abordées sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire être sans attente. Euh, Là aussi, je vous référerai à la manière dont Roustan pose les choses sur cette notion d'indifférence au résultat auquel il invite le thérapeute. Pour moi, cette indifférence au résultat, elle n'est pas toujours facile à comprendre ou en tout cas à manier, mais c'est la condition même de possibilité pour que le patient puisse se sentir libre d'aller ou non, déjà d'aller ou non dans sa difficulté, et puis ensuite, une fois qu'il est dans la difficulté, il s'agit d'attendre que quelque chose vienne, que quelque chose se modifie. Cette attente, elle peut être également éprouvante. Et à tout instant, à chaque instant, je rejoins aussi ce que tu dis, Stéphane, sur le fait que le consentement, c'est pas un truc euh, qu'on a une fois pour Oui. toutes. C'est un processus et en fait, il se reconduit à chaque instant. Il s'agit de consentir à chaque instant à laisser ce processus de changement opérer, à laisser venir ce qui vient et qui n'est pas nécessairement agréable. Si on fait des manèges, on peut ressentir des choses agréables, pas toujours d'ailleurs, mais dans le processus de changement, c'est aussi consentir à laisser venir des choses, à les intégrer qui potentiellement ne sont pas agréables, en tout cas pas immédiatement agréables. Donc, je- juste cette notion voilà, d'indifférence au résultat, c'est, comme dit Roustan, c'est pas l'indifférence à la personne, c'est l'indifférence au résultat, c'est-à-dire si vous rentrez dans l'hypnose ou si vous n'y rentrez pas, ça m'est égal. Si vous acceptez le changement ou si vous l'acceptez pas, ça m'est égal. Si vous êtes en mesure d'attendre plus ou pas, ça m'est égal. Libre à vous euh, de, voilà, de faire ce choix-là. Donc, C'est vrai. j'essaie Ouais. de pas être trop long, juste pour compléter. Ça c'est les situations, on va dire, les cliniques où cette question du consentement peut devenir délicate, difficile. L'autre type de situation, ou plutôt l'autre angle sous lequel cette question peut se poser, ça rejoint des choses qui ont été abordées, donc je ne vais pas être trop long, et notamment abordées par Christine et Joël précédemment, et puis aussi par Stéphane ici. Le consentement, c'est aussi à quoi le patient, d'une certaine manière, nous demande de consentir, ou à quoi la situation thérapeutique nous demande à nous de consentir, ou de ne pas consentir d'ailleurs, en tant que thérapeute. Qu'est-ce qui se passe quand le patient n'arrive pas à s'installer dans une difficulté? Qu'est-ce qui se passe quand il s'installe dans une position, euh, je dirais, défaitiste, c'est-à-dire j'arrive pas à décider par moi-même, je sais pas être seul, je sais pas poser de limites. Qu'est-ce qui se passe quand le patient est dans ce toujours plus de la même chose qu'on voit dans l'addiction, qu'on voit dans l'emprise, qu'on voit. Qu'est-ce qui se passe quand il nous demande même presque de contribuer à son propre sabotage ou sa propre destruction? En tête, on a tous hein, des patients euh, qui joue avec ça sans forcément aller sur le terrain de la perversité qu'évoquait Joël, qui est toujours possible. Même sans perversité, il peut y avoir ces demandes-là de aidez-moi à disparaître ou des choses de cet ordre-là. Juste, j'essaie de ne pas être trop long, mais je dis encore deux mots là-dessus. Il me semble que prendre ces situations-là ou ces problématiques-là sous l'angle soit de la résistance, soit de ce qui serait un désir conscient ou inconscient du patient de se saboter ou de se détruire. Il me semble que c'est une manière en tout cas, c'est pas la manière de prendre les choses qui me semble la plus opératoire et la plus pertinente.
Euh, Plutôt que de considérer que le patient est en train de résister ou en train de vouloir sa perte, euh, j'essaye en tout cas, je m'efforce plutôt d'être dans une posture où je fais en sorte de le rejoindre sur le fait de je ne vois pas mieux que vous là, et même si je voyais mieux que vous, ça changerait pas grand-chose. Je Ouais. vois pas mieux que vous ce que vous pourriez faire de mieux que entre guillemets résister ou mais et c'est là où la notion de surprise revient et je pense qu'elle est enfin voilà, je pense que c'est central. En tant que thérapeute, mon- je me fais le garant du fait que euh, il reste, on ne peut pas écarter la possibilité de d'une autre chose, d'un soulagement, d'une solution. Et donc, ma posture, ça sera moins de considérer que l'autre résiste ou que l'autre veut sa propre perte, essayer de le convaincre du contraire ou de détourner sa résistance, de le déloger de sa résistance, que d'une certaine manière, de lui permettre de douter suffisamment de bon, je le dis de manière un peu ramassée, de sa négativité, et de rappeler le patient et me rappeler à moi-même aussi que on peut toujours être surpris. Voilà. Bon, on pourrait développer Peut-être. davantage, mais j'ai déjà beaucoup Emmanuel, parlé. si Oui. tu permets, je voudrais juste rebondir une seconde sur la question de, tu parlais de résistance là, à deux reprises pour dire que je partageais ton avis sur cette question-là. Lorsqu'on parle de résistance, certes, elles peuvent se manifester de manière interne. Aujourd'hui, ma pratique m'amène à me dire que la résistance, en fait, chez le patient et éventuellement chez le thérapeute aussi, bien évidemment, et plutôt la résistance à une forme de pouvoir qui s'exerce sur la personne. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important d'insister sur ce point-là. Si je parle de pouvoir sûr, ça peut être un pouvoir extérieur, je sais pas, la société, une famille, un conjoint, une conjointe, etc., qui vient s'inviter de manière, je veux dire, qui peut s'inviter de manière virtuelle, mais avec des effets très, très présents dans nos consultations. Et c'est plutôt, j'ai envie de dire, jouer avec les résistances, justement, est une manière, puisque c'est un degré de liberté, on pourrait dire finalement. Hein, il reste un degré de liberté grâce à la résistance face au consentement. Et je pense que justement, c'est très important dans notre pratique. Vous voyez, dans le cadre de l'hypnose, et même, même, je dirais même en pré-hypnose, en fait, hein, que justement de pouvoir mettre à jour, externaliser, ou rendre explicite, en fait, ce pouvoir qui s'exerce, parce que à partir du moment où on est euh, dans une relation thérapeutique, ce pouvoir-là, il s'exerce sur les deux, encore une fois. Hein, j'ai été sensible tout à l'heure Est-ce que juste un petit point, Stéphane, oui, pour que ce soit clair pour moi. oui, Et puis peut-être qu'après, on passera à votre phase d'exercice, parce ouais, qu'on puisse bien illustrer ça. sûr. Est-ce que tu fais une différence entre la notion de pouvoir et la notion d'influence? Alors, là, à cet instant, oui. Le pouvoir n'est pas obligatoire, ne s'impose pas systématiquement, alors que pour moi, l'influence, elle est en permanence. C'est-à-dire que je pars du principe que, de toute façon, dès que nous nous installons, je vais dire, dans un cabinet, dès la première seconde, de toute façon, nous sommes soumis en tant qu'être humain, en tant qu'être de relation, nous sommes soumis à des processus d'influence réciproque. Donc, si, Je vous vois, vous me voyez, j'observe les effets de ce que je vois chez vous, chez moi. Voilà ce que ça m'amène à faire en termes d'intervention, de suggestion si j'étais dans une séance, etc. Et réciproquement. Donc là où l'influence est permanente, le pouvoir ne l'est pas forcément. donc, du coup, si je partais de ce point de vue, est-ce que ça serait trop réducteur de dire que de ton point de vue, en fait, la notion de consentement, elle porte plus sur la notion de pouvoir que sur l'influence, l'influence étant tout le temps présente, elle fait partie finalement du cadre, et que la question du consentement se pose par rapport à la question du pouvoir, c'est ça? Oui, et le Ok. pouvoir, je pourrais y mettre des mots. Moi, dans ma pratique, auprès de patients psychotraumatisés, le pouvoir qui prend le pouvoir, ça peut être le monde du rejet, le monde de la faute, le monde de la honte ou de l'humiliation.
Et c'est à ça que la personne va résister, puisqu'on est évidemment à l'interface entre l'intime et le Mhm. sociétal. Donc, inévitablement, c'est la première question qu'il s'agit de se poser, de telle sorte que nous puissions commencer à travailler la question du consentement. Avant que vous puissiez l'un et l'autre nous illustrer ça par vos exercices, je vais dire avec une certaine malice que peut-être la position de Roustan, c'est de définir le thérapeute comme celui qui consent à ce qu'il ne se passe éventuellement rien, voilà, et que, et que c'est une forme de consentement qui effectivement Bien est sûr. assez intéressante en tout cas. Mm. Donc, vous nous avez proposé, et merci pour ça, du coup, d'illustrer un petit peu la façon dont vous positionnez votre hypnose, je vais le dire comme ça, en intégrant cette notion de consentement de façon plus ou moins implicite, explicite, et de nous proposer donc une illustration en réel de cela. Je ne sais pas qui de l'un ou de l'autre souhaite Bah, finalement nous faire d'abord vous vivre une allez peut-être expérience. bah, Emmanuel, je t'en prie, on avait Ouais. du moins voilà, envisagé des choses comme ça. Donc, Oui, on va prendre un temps et puis je te passerai le ouais, relais. ça Euh, marche. donc, bon, alors certains d'entre vous, je vous vois, d'autres, je vous sens, d'autres, je vous imagine. Je vous laisse trouver votre manière à vous là de recevoir cet exercice et de vous installer dans cet exercice. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser, si vous le voulez bien, bien entendu, d'utiliser ce temps qu'on a ensemble, ce temps de travail et ce cadre très particulier où vous êtes chez vous ou dans un espace qui vous appartient pour faire une expérience qui puisse être une expérience de modification de quelque chose, une expérience qui parte d'une situation qui vous fait difficulté ou de quelque chose qui vous fait difficulté. Donc, ce que je vous propose de faire là, tout en vous installant, c'est de prendre le temps d'identifier une situation, une problématique, un questionnement, sur quoi vous désirez travailler là, maintenant, dans ce cadre-là, et quelque chose que vous êtes bien sûr prêt à laisser se modifier dans cet espace et ce temps. Et vous allez pouvoir utiliser l'hypnose, votre capacité là de rentrer dans l'hypnose pour accueillir cette expérience et laisser la possibilité d'une modification. Donc chacun ici à sa manière peut prendre position, prendre sa place, jouer sa présence. Pour certains, ça passe par la fermeture des paupières, la modification de la respiration, la prise en compte des points d'appui ou toute autre manière encore qui vous est propre de rentrer dans cette présence à vous-même et puis à tout ce qui se présente à vous. Et vous allez donc là vous autoriser à identifier cette problématique, cette difficulté sur laquelle vous souhaitez travailler, que vous souhaitez mettre au travail. Ça peut être une situation présente, récente, plus ancienne, récurrente, quelque chose qui vous fait difficulté. Et lorsque vous avez identifié cette difficulté sur laquelle vous êtes prêt à travailler, vous allez vous installer au lieu même de cette difficulté. Vous allez vous installer dans cette difficulté, dans ce qui vous fait difficulté. Voilà, quelles sont la situation, les situations qui vous viennent, les images, les contextes. Sentez, ressentez précisément ce qui vous fait difficulté dans cette situation, ces situations. Quelles émotions sont ici suscitées, activées au contact de cette difficulté dans laquelle vous vous installez, vous vous plongez pour pouvoir la laisser se modifier. Quelles sensations, là,
en ce moment même dans votre corps, les différentes parties du corps, la vie du corps. Et qu'est-ce que cette situation dans laquelle vous vous plongez, vous vous immergez, vous empêche de faire, vous oblige à faire? Courageusement, dans la mesure où ça reste supportable, vous faites pleinement l'expérience de ce qui vous fait difficulté. Et maintenant, si vous le voulez bien, vous allez vous engager sur un chemin que vous ne connaissez pas et que je connais moins encore, pour aboutir en un lieu que vous ignorez et y accomplir ce dont vous êtes incapable. Allez-y. Un chemin que vous ne connaissez pas, que je connais moins encore, pour aboutir en un lieu que vous ignorez et y accomplir quelque chose dont vous êtes incapable. Laissez opérer ce qui opère, se modifier ce qui se modifie, jusqu'au moment où une fin intéressante à ce moment d'expérience, de perception, d'apprentissage, peut-être même de décision, jusqu'au moment où une fin intéressante se présentera à vous. En se signalant par une respiration volontairement plus profonde, suivie pour certains d'entre vous par la réouverture des paupières. Et vous prenez tout le temps nécessaire pour cela. À votre retour au contact de l'environnement immédiat de cette pièce dans laquelle vous vous trouvez. Bienvenue, si je peux me permettre, chez vous. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci de nous avoir proposé un thème qui me vient, pardon, c'est profond. En ce qui me concerne, c'est mon expérience, hein. C'est le thème qui vient sur mon expérience en finalement si peu de temps. Il y a quelque chose à la fois de très désarçonnant et évident aussi dans sa forme. Donc c'est vraiment merci. Merci à toi. Mm. Stéphane, si de ton côté tu es Oui, suffisamment revenu aussi, je crois que tu oui, en as profité aussi. Donc, ouais. À oui. moins que l'un et l'autre, Je- vous ayez prévu quelques mots d'ailleurs pour commenter, euh, je ne sais pas du tout, sur si l'expérience ça, proposée par bah, je Yvan. ne sais pas si ça vous convient. En fait, et bah, la pratique de l'hypnose, c'est aussi, bah, c'est-à-dire
de l'imprévu et de la créativité. Et je vous propose, puisque je ne l'avais pas prévu de cette manière-là, et je vais juste m'appuyer sur ce qui vient de se passer, ce que vient de proposer Emmanuel, peut-être pour proposer quelque chose dans la continuité, de manière que ce soit congruent, hein, et qu'on ne soit pas dans quelque chose totalement de différent. Et si ça vous convient, à toutes et à tous, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être juste de prendre un temps, cette fois-ci, bah, de nouveau, de vous reconnecter là où vous êtes arrivé à la fin de l'exercice que vous a proposé Emmanuel. Et de revenir à ce temps, là, en vous laissant traverser, voir là où ça vous a emmené. Et puis, lorsque ce sera le cas, lorsque vous y êtes, ce que je vous propose, c'est de reprendre, on va dire, sa direction, ce chemin, cette route, et d'observer, finalement, tout d'un coup, assez spontanément, ce qui va, ce qui va advenir. Quand je dis ce qui va advenir, je veux dire par là, c'est-à-dire juste observer ce que cela, ça va vous permettre de faire, peut-être de réaliser, quelque chose que vous n'aviez pas attendu, que vous n'imaginiez pas encore, et qui tout d'un coup, peut-être dans les minutes, dans les heures, dans les jours, une action. Si nous étions plus précis, nous, en thérapie, de manière générale, on parlait de quelle tâche, quelle action ça va m'amener à faire. Et peut-être juste de vous projeter dans cette tâche, dans cette action. Elle peut être plus ou imprécise, peu importe, finalement. Parce que ce qui est important, surtout dans ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt d'observer maintenant peut-être la personne qui se présente, qui vient à vous de l'extérieur et qui s'invite dans votre espace, dans votre monde dans lequel vous êtes, que nous partageons chacun finalement là aujourd'hui, et d'observer comment cette personne, elle est là en soutien. On a été sensible à plusieurs moments où on a évoqué dans nos échanges la question de la confiance, de la relation de confiance, de la sécurité, comment cette personne s'invite et comment elle vous permet de faire l'expérience de ce bain de confiance dans la relation. Peut-être par ses actions, par un regard, par un toucher, ou je ne sais quoi. D'ailleurs, peut-être que cette même personne qui vous fait vivre l'expérience de se sentir soutenu dans l'action que vous imaginez réaliser à court terme, à moyen terme, peut-être que c'est cette même personne qui en même temps vous donne l'autorisation. Peut-être c'est cette même personne, ou peut-être que c'est encore une autre personne qui s'invite et qui n'est pas du même niveau, qui n'est pas du même registre. Là où la première vous invite au soutien et à la sécurité et à la confiance, peut-être que cette même ou qu'une autre s'invite, incarnant dans vos yeux ou à travers son regard la reconnaissance, la bienveillance, celle qui autorise et qui dit oui, vas-y, tu peux y aller, parce que vous lui attribuez une forme de l'importance dans son positionnement, dans sa manière de voir le monde, vous lui attribuez une certaine valeur. Et peut-être en étant encore plus précis, vous pouvez observer comment cette personne qui amène de l'autorisation chez vous à la réalisation s'y prend. Peut-être à travers des mots, un encouragement, un compliment, ou je ne sais quoi encore. Et puis encore une fois, si c'est OK pour vous de poursuivre encore quelques minutes, ce que je vous propose, c'est d'observer
Qui sait? Peut-être encore une autre personne ou peut-être d'autres personnes. Ça peut être une ou des personnes qui s'invitent. Peut-être la même que tout à l'heure ou peut-être d'autres encore. Et comment cette personne ou ces autres personnes ou cette autre personne qui s'invite, qui n'était pas encore là jusqu'à maintenant, qui est cette personne? Qui sont ces personnes qui viennent incarner vos valeurs? Ce qui est important pour vous, qui vous donne une direction, qui donne du sens à votre vie et qui vous dit que de réaliser cette action, cette tâche, bientôt ou de manière plus lointaine, en quoi c'est utile, en quoi c'est important pour moi de le réaliser et comment cette personne en position de soutien avec qui je partage et qui m'aide à partager ces mêmes valeurs, peut-être ces valeurs de liberté ou peut-être toute autre valeur de justice ou encore toute autre chose pour tout à chacun. Et lorsque ces valeurs sont présentes, lorsque cette valeur est présente, observez, notez à quoi elle dit oui, cette valeur, sur le plan de la relation, des relations, de la relation humaine, d'une manière générale. Et puis pour ne pas être trop long, lorsque ce sera OK pour vous, dans une distorsion du temps, évidemment, je vous inviterai à revenir, à être ici et maintenant, là, prendre le temps de rouvrir les yeux, et peut-être dans cette expérience partagée, de vous proposer une toute dernière expérience, si c'est acceptable pour ceux qui se sentent l'autorisation de le faire, que la vidéo soit ouverte, que la vidéo soit fermée, ça n'empêche pas de pouvoir le faire. Ce que je vous invite, c'est que nous puissions faire comme je vais faire, de se connecter les uns aux autres, peut-être juste en mettant nos mains en contact, de telle sorte que cette expérience ne soit pas qu'une expérience pour chacun individuelle, mais une expérience partagée à travers votre caméra. Et peut-être de ressentir, même à distance, puisque nous sommes sur des processus d'influence, comme on le disait tout à l'heure, ressentir la présence de chacun et la présence de l'autre, et de se nourrir de cette expérience partagée, en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Voilà. Et quand c'est OK pour vous, eh bien, peut-être juste de retirer votre main. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Là aussi, c'est vraiment remarquable en peu de temps d'arriver à amener des expériences qui, à la fois nous emmènent assez facilement et en même temps qui illustrent la manière dont vous posiez des mots tout à l'heure sur l'un et l'autre, sur la façon dont vous entendiez la notion de consentement et aussi la façon dont des mots commencent à se dessiner déjà entre les deux premières interventions, hein. On entend beaucoup parler cette question notamment de la liberté qui est beaucoup revenue, mais pas que. Euh, je ne sais pas si l'un ou l'autre vous souhaitez remettre des mots sur l'expérience qui a été vécue ou si on laisse un signe. Euh, je ne sais pas, vous voyez, enfin, mon idée, et il se trouve que j'ai, voilà, sur la mosaïque, là, juste en face de moi, c'est pour ça que ça me connecte à ça. J'ai Julien Bedbès qui est juste en face de moi, là, sur la mosaïque. Et je sais à quel point Julien a pu être sensible à l'activation des tiers dans l'exercice que nous venons de faire. Je pense que ça lui est pas inconnu du tout. Et vous voyez, ça me permet à travers moi cet exercice de mettre en avant et d'illustrer ce qui est au cœur de ma pratique aujourd'hui. C'est-à-dire que, eh bien, euh, pardon d'enfoncer des portes ouvertes ou d'avoir peut-être une réflexion naïve, mais
Je veux dire, c'est d'abord une question la pratique de l'hypnose est d'abord une question avant tout de rencontre, et que cette rencontre, eh bien, c'est elle qui va nourrir nos séances, et notre pratique, les outils, les techniques que nous utilisons euh, vont être au service de cette relation et bien sûr pas l'inverse. Merci, Emmanuel. Est-ce que tu veux poser quelques mots de conclusion? Hum, Des mots de remerciement, en tout Ah cas, bah. vraiment non, mais sincère, Hmm. aussi pour le moment que je viens de vivre là, grâce à toi, Stéphane. Merci. C'est partagé, Emmanuel, Hmm. Et vraiment. puis, si on veut se rencontrer, c'est bien que les portes soient ouvertes, donc il ne faut pas avoir peur d'enfoncer les portes ouvertes. C'est celles qui font moins mal, généralement. Euh, Pascal, est-ce que tu veux ajouter quelques points avant qu'on fasse la pause ou est-ce que c'est OK pour toi? Non, c'est bien que vous ayez pu tous les deux enchaîner l'exercice, reprendre, vous appuyer dessus. On a entendu des choses qui se complétaient. Donc là, on a eu une approche qui était plus, je dirais, plus apaisante. On est sorti d'un contexte qu'on a évoqué tout à fait au départ, qui était plus traumatisant, mais c'est bien de voir que là, je retiens toujours deux mots, que ce consentement et que ce co-consentement, puisque ça vient d'être dit, se construit tranquillement au fil de la consultation et du lien thérapeutique. Non, c'est intéressant. On est vraiment dans l'association des deux. C'est bien. Merci à vous deux.